Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Nikaya Talk. Aujourd'hui, on va parler douleurs chroniques, blessures longue durée et carrière de haut niveau. Aujourd'hui, on a deux invités qui ont du coup expérimenté à la fois les blessures chroniques et le haut niveau. Thomas Bouillet. Salut Thomas, comment tu vas? Salut, comment vous allez-vous les gars? En forme? On va bien. Eh ben écoute, parfait. Tu veux que je me présente? Yes, vas-y, présente-toi et si Ok. tu peux nous faire un petit historique, blessure, un peu où t'en es. Ok, bon, au niveau de ma carrière, pour faire dans les grandes lignes, ça fait 10 ans que je m'entraîne, 10 ans que je fais de la musculation, à peu près 6-7 ans que je fais de la force en compétition, de la force athlétique, et voilà, j'ai fait plusieurs championnats de France, j'ai fait une bonne partie de ma carrière en 83, et ma dernière saison, j'ai fait en 74, et je gagnais championnat de France. J'ai intégré l'équipe de France junior et j'ai fait champion d'Europe, troisième mondial. Voilà, j'ai une assez grosse expérience en compétition. Et justement, suite à cette grosse saison où j'ai enchaîné les compétitions, j'ai eu pas mal de pépins physiques, de douleurs, de blessures. C'est pour ça que je suis ici pour en parler aussi et parler de mon expérience. Comme toi, Samy aussi, je pense. Yes, puis, tu nous fais la transition parfaite. Voilà. Du coup, notre Ouais. deuxième invité, c'est Samy, donc pareil, qui a expérimenté des blessures et qui lui est au niveau universitaire. Donc Samy, comment tu vas? Ouais, tout à fait. Moi aussi, je vais bien, comme Thomas. Et comme Thomas, je vais me présenter rapidement. J'ai fait de la muscu comme lui pendant à peu près, ça fait à peu près 10 ans que je fais ça. Je suis pratiquant, moi, de FA depuis 2021, donc ça fait maintenant 4 ans et demi. Je fais toutes mes compètes en moins de 74 et là, je monte petit à petit en 83. Alors, on est ici pour parler de blessures chroniques et c'est vrai que j'ai un passé plutôt chargé de ce côté-là. En dehors de ma première saison, en réalité, j'ai fait des blessures systématiques. Vraiment, entre avril 2022 et février 2023, entre juin 2023 et septembre 2023, ça m'a même empêché de me présenter au championnat de France. Donc je l'ai quand même un peu en travers de la gorge. Mais en dehors de ça, écoutez, j'ai eu une grosse période là récemment, entre décembre 2023 et janvier 2025 aussi, full blessure. Alors, sans rentrer dans les détails, en général, on est sur des lombalgies, on est sur des inflammations nerveuses. Et puis j'ai même eu une bursite sous-acromiale. Ça m'a posé de gros problèmes à l'épaule gauche et je me suis retrouvé dans une situation qui n'était pas vraiment agréable parce que je ne pouvais pratiquer en fait aucun des trois mouvements à plus de 50% d'ARM sans être à moins de 7 sur 10 douleurs pendant peut-être un an, je dirais par là. Donc voilà pour le passé et ce que j'ai pu faire. Ok, bah merci. Notre premier sujet, ça va être de traiter un petit peu de la compatibilité entre le sport de haut niveau et une santé saine, on va dire, et déjà de définir ce qu'est le sport de haut niveau. On peut aussi parler de sport santé et opposer ces notions. Pour vous, qu'est-ce qui caractérise déjà d'une part le sport de haut niveau et d'une deuxième part, si vous pouviez, est-ce que pour vous ce sont des notions opposables ou non? Comme tu veux, Samy, Je me tu laisse veux commencer commencer? Thomas après toi. Je t'écoute. Bon, ok, très bien. Alors pour moi, comment on définit le sport de haut niveau? Alors, il y a plusieurs façons de le définir. On peut le définir au niveau de vraiment le statut, on va dire, statut athlète de haut niveau, etc., qui va dépendre des sports. Mais pour moi, ça englobe pas forcément tout, parce qu'il peut avoir des mecs qui ont un sérieux, bon, on va dire que globalement pour être à haut niveau il faut quand même bien s'entraîner, avoir un bon sérieux, etc. Mais on peut voilà, avoir des athlètes qui ont vraiment des bonnes génétiques et dans des catégories d'âge jeunes qui n'ont pas forcément un très gros passif, etc. et qui arrivent quand même à atteindre le haut niveau au niveau du statut. Et pour autant, d'autres athlètes, peut-être dans des catégories beaucoup plus compétitives, qui n'arrivent pas à atteindre le haut niveau, peut-être qui ont une génétique un petit peu moins bonne, et pour autant qui s'entraînent vraiment à une très grosse fréquence, très grosse intensité, qui ont toute une structure dans leur vie où en fait ils priorisent le sport. Et moi je le verrais plutôt de cet angle-là. Il n'y a pas seulement le statut, et c'est plutôt, pour moi on peut être, on va dire, à haut niveau entre gros guillemets, même en étant à un très bon niveau régional ou juste national sans forcément aller à l'international, tant qu'on pour moi, c'est tant qu'on a une vie qui tourne plus ou moins autour du sport, qu'on s'investit énormément, qu'on a une pratique vraiment très avancée, voilà, 4, 5, 6 entraînements semaine, plusieurs heures par jour, etc. Et
qu'on a tous qui suivent. Voilà, pour moi, c'est déjà du haut niveau. Donc voilà, moi comment je le définirais. Et qu'on cherche à performer le plus possible en fait. Qu'on cherche pas à faire ça de manière amatrice, mais vraiment à être compétitif, à être aussi meilleur que soi-même, mais aussi meilleur que les autres, et à vraiment atteindre le meilleur niveau possible, quoi. On cherche vraiment à performer. C'est aussi essentiel pour moi quand on parle de haut niveau. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Thomas, et en fait, je pense qu'il y a cette notion-là de vraiment être tourné vers la performance, d'organiser son quotidien aussi selon cette performance, que ce soit au travers de l'entraînement lui-même, de la nutrition, de la gestion du sommeil, de tout un tas de variables qui tournent autour. Je pense qu'il y a aussi cette notion-là enfin, je vais répéter ce que tu dis, hein, mais de compétitivité par rapport à soi-même, par rapport à autrui. Tous ces éléments-là rentrent en synergie et font qu'on peut se considérer, je pense, comme... en fait, il y a cette idée-là d'athlète objectivement de haut niveau, mais juste cette notion-là d'athlète tout simplement qui est intéressante à poser. Je pense que tu peux te considérer comme un athlète dès lors que tu tournes ta pratique réellement vers la performance et que tu essaies de réguler tes variables de vie en ce sens-là. Je pense qu'on peut dire ça. Après, l'athlète de haut niveau réellement, ça va être celui qui va aller nous chercher des barres qui sont significatives. Et pour moi, en fait, dans ma conception en tout cas, ça va être celui qui est capable aussi d'aller faire des plateaux à l'international. Bon, c'est très variable, hein. On sait que d'un pays à l'autre, c'est pas le même niveau qui est requis, mais imaginons en France par exemple, je pense qu'un vrai athlète de haut niveau, c'est, on va dire, aller un gros podium, même un top 5 championnat de France, plus les gars qui réussissent à faire de l'inter. Et en fait, cette caractérisation-là, elle amène un certain nombre de choses. Déjà, quand on va être à ce gros niveau-là, on va aller manipuler des charges qui sont très conséquentes. Et forcément, même quand tu es sur des intensités qui sont moindres, il va juste manipuler ces charges-là. Je sais pas, si on est sur 60% si on est sur 50% de 300, ta séance, tu vas quand même envoyer des belles barres à 150 et objectivement savoir un effet et tout ça, ça peut te lancer aussi dans une boucle et dans une problématique liée à la blessure. Ok, super. Il y a une notion qui est très importante que vous avez évoquée, c'est que dans le cadre plutôt des blessures, on ne définit pas le haut niveau forcément, ou en tout cas que par le niveau de compétitivité. En France, on peut avoir un cadre de vie, c'est-à-dire à partir du moment où notre objectif premier c'est l'augmentation de la performance, on peut presque se considérer comme un objectif de haut niveau, même si on a les minima R3. Je caricature un petit peu, mais c'est l'idée. Donc ça amène l'idée derrière de la charge d'entraînement globale que l'athlète va s'infliger. Quand je parle de charge d'entraînement, je ne parle pas de charge brute, ce n'est pas la charge qu'on met sur le dos, mais c'est en tout cas l'ensemble des variables d'entraînement, la fréquence, le volume, l'intensité, qui vont être poussées au maximum pour favoriser la performance. Là, avec la principale différence avec le sport, on va dire les sports les plus populaires, où il y a vraiment une démarcation entre le sport professionnel et le sport amateur, où quand on est amateur, on a une charge d'entraînement qui est faible, 2-3 entraînements par semaine. Voilà, les sportifs amateurs qui s'entraînent plus de 3 heures d'entraînement par semaine, il y en a très très peu. Contrairement aux professionnels, où là, c'est 2 entraînements par jour, etc. Alors qu'en force athlétique, il n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux niveaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute ou qui a 1 an d'expérience peut très bien s'envoyer une charge d'entraînement avec 6 entraînements par semaine, 2 heures par jour, etc. Tout à fait comme le champion du monde, si je puis dire. Ce qui amène une certaine question dans le cadre des développements des douleurs et des blessures chroniques, de l'impact de la charge, on va dire la charge brute, vs la charge relative, c'est-à-dire pourcentage de RM. Vous, est-ce que vous avez déjà ressenti cette différence de charge? Et si oui, à quel palier? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Est-ce que d'un coup vous avez dit, à partir du moment où j'ai mis cette barre sur mon dos, j'ai senti que les entraînements allaient plus être pareils? Pour donner un exemple, effectivement, si tu tires 300, même si tu t'entraînes, tu fais des barres RPE6, ça reste toujours de 30, de 40, tu lèves quand même un certain poids, une certaine charge brute qui est certes impactante. Ce n'est pas parce que l'intensité subjective est faible que l'impact sur ton corps est faible lui aussi. Alors qu'un cadre d'un débutant, si tu as 140 en max deadlift, voilà, tu fais des séries à 100, tu peux presque en faire tous les jours. Qui veut s'exprimer un petit peu là-dessus?
Je vais commencer parce que moi c'est le plus rapide, comme mes charges sont largement moindres en comparaison. Arrête, arrête. de Thomas. C'est pour ça que j'ai abordé le sujet en premier, comme ça je m'évacue de la conversation. Faut arrêter les gars. Vous avez des très belles barres tous les deux aussi. On va dire que moi, cette problématique-là, au bout d'un moment, la charge est trop lourde, donc tu commences à avoir des douleurs, des problématiques qui font vraiment réguler l'intensité. C'est quelque chose que j'ai pu ressentir sur mon développé couché. À l'époque où j'allais envoyer je peux envoyer 180, donc forcément, des fois, on avait des big straight sets à 155, 160, et on allait accumuler, pousser pour provoquer des adaptations. Et en pré-compétition, c'est vrai qu'il y a des temps où je me disais quand même, là, la charge manipulée, elle est importante, je le sens, je suis pas à l'aise, j'ai des petites tensions, des petites raideurs. Il me tarde d'être sur le post-compète pour aller manipuler des charges moindres. Sur le squat, de toute façon, les gars, je suis trop gaze pour mettre trop lourd, donc mes charges relativement vraies, franchement, ça allait. Et sur le soulevé de terre, j'ai eu cette problématique parfois, mais c'est venu que de temps en temps. Ponctuellement, j'ai rapidement été limité de toute façon par des inflammations nerveuses. Je pense pas que ce soit attribuable directement aux charges qui ont été manipulées, dans mon cas précisément. Mais du coup, je suis curieux de savoir, Thomas, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Comment est-ce que tu t'es senti sur les 3 mouvements? Moi, j'ai senti vraiment le gap quand je suis descendu d'une catégorie de poids, puisque tout simplement, bon, au début, évidemment, en descendant en 74 kg, forcément, ça a mis un petit peu de temps. J'ai perdu de la force, et après, ça met un petit peu de temps à revenir. Mais au bout de quelques mois, un an et demi de pratique, notamment quelques mois après les championnats de France, où vraiment j'étais à mon meilleur niveau, j'étais quasiment revenu sur mon niveau de 83. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où je me suis blessé, mais en faisant 10 kilos de moins. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout pareil. Voilà, quand je faisais des barres à 250 au squat, j'étais beaucoup plus à l'aise en 83, beaucoup plus stable. Et voilà, tout ça, ça change parce que forcément, ma technique a changé aussi et s'est adaptée en perdant du poids. Forcément, on subit beaucoup plus aussi. Le centre de masse n'est pas exactement le même. On est moins stable. Faire 10 kilos de moins, ça compte beaucoup. Et je dirais que c'est aussi beaucoup corrélé au gabarit. Justement, ça, j'en discutais avec Andrea à l'époque. Et on se disait que par rapport à nos gabarits, lui en l'occurrence pour le squat où il est très fort, c'est qu'en fait, voilà, par exemple, un 260 pour un mec qui fait 70 kg, moins d'1m70, par rapport à son gabarit, donc en général sa structure elle est corrélée à son gabarit, nos tendons, nos articulations, etc. C'est des charges qui sont énormes et c'est pour ça qu'il faut faire d'autant plus attention quand on descend d'une catégorie de poids, quand on est plus léger, quand on est un plus petit gabarit et qu'on commence à soulever des charges très lourdes, parce que forcément à un moment c'est des charges qui sont, je vais pas dire qu'on n'est pas censé soulever par rapport à son gabarit, mais en tout cas qui sont des charges ultra stressantes pour le corps. Et donc, ça, je l'ai vraiment ressenti en descendant d'une catégorie de poids. Surtout que si on est à peu près bon, qu'on connaît son corps, qu'on se donne les moyens, etc., en force, on peut créer des adaptations vite et vraiment progresser vite. Progresser vite en termes de force, etc., en termes de nerveux, en termes musculaires aussi, prendre pas mal de muscles. Mais pour autant, tout ce qui est structure passive, tout ce qui est articulation, tendons, etc., même osseux, ça met beaucoup plus de temps à s'adapter. Et c'est vraiment le travail d'années. Et donc, généralement, c'est ça qui a du mal à suivre. Quand on n'est pas prudent avec sa montée en charge et qu'on ne sait pas mettre un petit peu le haut là si on a une grosse progression. Et ouais, moi je l'ai vraiment senti en descendant d'une caté de poids sur les 3 mouvements quand j'étais revenu, puisque je faisais quasiment le même volume, si ce n'est même plus qu'avant, en étant plus léger, avec les mêmes charges. Donc forcément à un moment mon corps il a dit stop. Et voilà, là on parle aussi de charge absolue. Et le deuxième cas, et là j'ai vu que c'était des paliers où ça y est, on rigole plus. C'était en 83 quand j'ai fait mes premiers 300 kg. J'ai fait mes premiers 300, après j'ai fait 302 sur le bloc d'après. C'était un bloc en plus que j'ai fait en 3 semaines, donc moins d'accumulation. Je fais 302 et pour la petite anecdote, à l'époque je m'entraînais dans une salle, j'étais au Mexique, c'était pendant le confinement, j'étais parti quelques mois au Mexique. Et c'était une salle où ils demandaient de retenir les barres. Voilà, tu n'avais pas le droit de lâcher la barre, etc. Donc dites-vous, j'ai monté 302,5 kg, grind de fou. Et après, voilà, tempo sur la redescente, RDL. Voilà, et après j'ai fait les back-off. Et bon, sur le moment ça allait. Et après, les 3 jours d'après,
j'arrivais plus à marcher. J'étais en PLS, toutes les articulations. Heureusement, je m'étais pas blessé cette fois-là, mais là, tout le corps, il en pouvait plus. Et là, voilà, c'est à peu près à partir de ces paliers où je me suis dit, ok, là, on manipule vraiment des charges où il faut vraiment tout un processus pour arriver à cette charge-là. Et c'est pas, ok, je me sens bien, je sens que j'ai la force, je fais ça, quoi. Voilà, par rapport à mon expérience, les gars. Ok. C'est intéressant parce que vous n'avez pas forcément les mêmes paliers, donc c'est plutôt cool. Le fait de perdre en poids, ça soulève la question suivante, c'est quel est l'impact, on va dire, péri-entraînement / récupération sur le déclenchement de ces douleurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour, on va dire, minimiser l'impact de l'entraînement sur le corps. Je crois que ça mythe avec quelques leviers d'activation là-dessus à nous partager. En plus, évidemment, la manipulation de variables intra-entraînement. Là, il y a juste, on va dire, à compter en fait les jours de récupération et à faire un petit suivi des dommages musculaires au repos, au réveil. Ça, c'est un superbe indicateur de la récupération, des sensations même de la séance. Le suivi des 1RM, si vous avez des 1RM sur des séances qui sont vraiment très différenciées, c'est probablement qu'il y en a un des deux où vous n'avez pas assez récupéré. Et après, à partir juste de ces deux indicateurs-là, vous pouvez abattre 95% du taf dans la régulation des variables à l'entraînement. Tout à fait. Et je pense, qu'en disant ça, vraiment, tu m'as vraiment mâché le travail. Et je pense que, comme tu le dis, il y a 95% du travail qui est là-dessus, sur les variables d'entraînement, sur l'individualisation du volume, de l'intensité. Aller trouver, pourquoi pas, peut-être des variations auto-limitantes quand on voit qu'il y a une grosse corrélation entre le volume et l'intensité qu'on s'envoie et ce ressenti vraiment au repos, où on n'est vraiment pas à l'aise, on n'est pas bien. Pour compléter, ce sur quoi tu peux aller travailler peut-être, c'est ton sommeil, tout simplement, ta nutrition. Je sais que j'échange avec pas mal de personnes qui passent petit à petit sur une nutrition qui est spécifique, qu'ils appellent la nutrition anti-inflammatoire. C'est pas quelque chose comme ça qu'ils font du jour au lendemain, ils se font accompagner par des professionnels. Il y a aussi l'idée d'avoir des temps de relaxation. On se dédie à soi-même, qu'on organise aussi, qui sont partie intégrante de la journée, qui peuvent te permettre aussi de récupérer, de t'accompagner aussi dans ce processus où tu augmentes souvent le volume, tu augmentes l'intensité, qui va provoquer des adaptations petit à petit, et tu as un temps qui est dédié, qui s'appelle l'entraînement, et puis derrière, pour redescendre et te réaccompagner en fait sur ta phase de récupération. Et en général, c'est quelque chose qui a tendance à être négligé par les athlètes, donc il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place de ce point-là. Il y a aussi toute une approche mentale de l'entraînement, comment est-ce qu'on se sent par rapport à comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on perçoit aussi ce training-là. Et moi, ce que je pense, c'est que en fait, tu as parlé des 95%, là, je sais pas, on en a trouvé peut-être 2% supplémentaires avec le sommeil, avec peut-être l'hydratation et la gestion de ces différentes choses dont je viens de parler. Mais je pense que les 3% restants, ce serait potentiellement de s'organiser à l'entraînement en fonction de la simple question de pourquoi est-ce que tu t'entraînes, pourquoi est-ce que tu fais tout ça, quelle est ta finalité, est-ce que tu veux être peut-être en bonne santé, est-ce que tu veux performer, est-ce que tu veux partir à la guerre training après training, etc. En fait, il faut que de toute façon, quel que soit ton objectif, il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a aucune problématique à avoir un objectif et des drivers qui diffèrent d'un individu à l'autre, qui sont parfois plutôt intrinsèques, parfois plutôt extrinsèques. Ça, je pense qu'il ne faut pas juger les drivers des gens, mais quoi qu'il en soit, il faut derrière dérouler un plan d'action qui est en adéquation avec notre pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent quand on se blesse. On se dit mais pourquoi est-ce que je fais toutes ces choses-là? Pourquoi est-ce que je m'inflige de volume d'entraînement? Pourquoi est-ce que au final je passe 3 heures à l'entraînement, peut-être même encore plus à faire des réhab, comme on a pu en discuter avec Thomas. Et en fait, si tu fais tout ça pour potentiellement devenir meilleur et te renforcer, pourquoi pas. Mais si ton objectif c'est juste d'aller te taper ton meilleur TikTok, c'est pas une mauvaise chose, et j'ai aucun jugement par rapport à ça évidemment. Peut-être que derrière, les actions que tu vas mettre en place, elles sont complètement différentes de l'athlète qui veut juste être meilleur, qui veut aussi, pourquoi pas, être en bonne santé, et juste adapter le plan à ton pourquoi. Je pense que ça, c'est là qu'on peut aussi aller gratter les quelques pourcentages qui te permettent d'être bien et de prémunir en fait. Ah mais je te rejoins tout à fait là-dessus, et pour rebondir un petit peu sur l'aspect vraiment haut niveau, etc., parce qu'on a un petit peu passé là-dessus, mais
voilà, moi je trouve qu'il y a un problème majeur en force, c'est la mise en avant systématique du haut niveau et c'est un petit peu dû aussi à la pratique. Forcément, comment on prend son plaisir dans des sports de performance comme ça, peut-être c'est pareil aussi en athlétisme, etc. Mais voilà, contrairement par exemple au foot, au basket, à bon nombre d'autres sports où on peut prendre juste de la pratique. Du plaisir pardon, à pratiquer, là c'est vrai que le plaisir va passer avant tout par la progression et par la performance. C'est un petit peu dommage qu'on ne mette pas assez en avant le plaisir à l'entraînement, parce qu'on peut avoir le plaisir de s'entraîner, d'être dans la difficulté, voilà, de tester aussi de nouvelles choses, etc. D'être un peu plus ouvert sur ces trainings. Et c'est vrai que nous, on met beaucoup en avant la performance, le haut niveau, etc. Et il y a énormément d'athlètes qui s'entraînent vraiment que pour ça. Voilà, moi je l'avais dit dans ma vidéo sur les minima où j'avais parlé du pourquoi vous faites ça, puisque à chaque fois ça râle quand les minima France augmentent, etc. Mais c'est que ça y est, pour moi on n'est plus dans un sport qui a un niveau qui est accessible pour atteindre le niveau national et en réalité la plupart des athlètes aujourd'hui n'iront jamais au championnat de France. Voilà, peut-être c'est encore un peu accessible en sub-junior, junior ça commence à être vraiment compliqué et open ça y est, surtout dans les grosses catégories, c'est les meilleurs des meilleurs, on voit souvent toujours les mêmes et s'il y en a un qui se rajoute, c'est un mec qui a vraiment charbonné, tout optimisé et c'est un petit peu l'exception. Mais voilà, ça y est, c'est plus du tout facile d'aller atteindre ce niveau-là. Et en réalité, la plupart des gens vont peut-être courir après cette chimère et n'y arriveront jamais. Voilà, plus de 90% des athlètes n'arriveront pas au niveau national. Donc, je pense qu'il faut essayer de peut-être moins mettre en avant ce côté-là, absolument performer. Je vois même sur les gars du milieu de la force qui montent leurs entraînements, qui disent voilà, vous devez faire ça si vous voulez atteindre le haut niveau. Il y a tout le temps cet aspect-là, même dans le coaching, etc. Il y a tout le temps cet aspect du être le meilleur possible, possiblement atteindre le national, atteindre le haut niveau. C'est la carotte pour tout le monde. Voilà, et moi j'essaie d'aller un petit peu contre ça et de dire voilà, la pratique, il faut avant tout que vous la fassiez pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Est-ce que voilà, ça vous apporte dans votre vie d'être plus discipliné, plus structuré, d'avoir une meilleure composition corporelle, un meilleur physique, d'avoir peut-être un transfert aussi de qualité athlétique qui peuvent se transférer dans la vie, dans d'autres sports, etc. Et voir plus loin que juste un minima, juste des performances. Parce que j'en sais rien, si tu cours toute ta vie après être champion de France, et que demain, il y a un mec qui fait 1000 de total dans ta KT, tu seras jamais champion. Tu seras jamais champion et si tu bases toute ta pratique là-dessus, ben forcément ça va te détruire. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Moi j'adore ça, j'adore la compétition, j'adore le haut niveau. Bien sûr je veux être le plus fort, etc. J'ai toujours fonctionné comme ça, mais avant tout je le fais pour moi. Je m'entraînerai quasiment de la même façon s'il n'y avait pas de compétition. Et c'est comme ça que vous allez tenir, notamment dans les périodes compliquées où on est blessé. Si c'est seulement juste pour les caméras, hein, comme tu dis, les TikTok ou quoi, ou seulement dire voilà, écrire sur sa bio, je suis champion de France. Bon, donc parenthèse à part, c'est pas le foot, hein, les gars. Vous allez rien gagner à être champion de France. Ça vaut pas le coup si c'est juste pour ça. Mais voilà, si c'est juste pour ça, vous tiendrez jamais dans les moments compliqués. Et au final, vous allez mettre un petit peu en péril votre vie, votre santé pour pas grand chose. Alors que avoir une pratique avec un peu plus de recul, prendre plus son temps, être un peu moins no pain, no gain, etc., ben vous serez plus heureux dans votre vie, vous aurez une pratique plus long terme, plus saine, et justement, c'est pas parce que là, vous n'allez pas faire cette année absolument la prépa de fou pour une chance sur deux d'aller choper son minima sub-junior national pour finir dernier ou je sais pas quoi, que vous serez jamais à haut niveau, parce qu'au final, la différence, elle se fait sur le temps long. C'est un sport à maturité tardive, donc peut-être d'année en année, vous allez faire les choses bien, essayer de trouver un équilibre dans votre vie, pas tout intégrer dès le début, vraiment intégrer des facteurs en plus d'optimisation, de charge, d'entraînement en plus année après année, faire vous construire tranquillement et voir le sport pour vous d'une manière un peu plus amateur. Et au final, peut-être qu'en 5, 6, 7 ans, 10 ans, vous allez avoir un très bon niveau et là, il y aura quelque chose à faire, un minima à choper, peut-être un podium, peut-être plus. Voilà, on en a vu des cas comme ça. Donc voilà, pour moi, il faut essayer de comprendre plus pourquoi on le fait, peut-être de mettre un peu moins en avant le haut niveau,
parce que voilà, je croise combien de gars avec qui je discute à Basic Fit, de petits jeunes qui font de la force ou quoi, et qui viennent me dire ah ouais, t'es champion de France, mais du coup t'as le singlet équipe de France, ah c'est trop bien, ah c'est mon rêve, etc. Mais si tu pratiques juste pour ça, pour moi c'est pas le bon but. Voilà, ça doit être un plus, mais ça doit pas être l'alpha et l'oméga. Voilà. Ouais, pour clôturer un petit peu là-dessus, je pense que c'est juste le sport qui est encore jeune. Alors le sport en lui-même, non, il a 50 ans, mais on va dire que l'explosion et la popularisation de ce sport, elle est très 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 jeune, et on a été face à un biais d'échantillonnage dans lequel il y a peu de personnes qui pratiquent en France. Du coup, pour accéder au niveau, tu dois affronter moins de monde, et le niveau général demandé est moins élevé. Là, on s'éloigne, là je pense qu'on est juste sur le fil, un petit peu, comme tu dis, pour les catégories sub-ju, junior, encore qu'il y a les nouveaux minima qui sont sortis là. Ouais, c'est costaud. Le fil, il se fait de là, plus en ça plus commence fort. à être costaud, ouais. Et donc, je pense qu'il faut juste laisser un petit peu de temps. Je pense que d'ici 4 ans, il y aura beaucoup moins de gens qui vont commencer avec cet objectif en tête là. Deuxième truc, c'est effectivement, c'est un sport à maturité tardive. Comme tous les sports de qualité physique pure, tu n'as qu'une seule chose à bosser. C'est-à-dire que, comme tu disais, au basket, si tu t'améliores techniquement, tu t'améliores tactiquement, tu t'améliores un peu physiquement, tu peux très vite passer les niveaux, je pense. Par contre, si tu as une seule qualité physique, si tu n'as que la vitesse à bosser, que la force, et encore la force, c'est la qualité qui progresse le plus rapidement. Donc, je n'ose pas imaginer les athlètes d'athlétisme, par exemple, ou les marathoniens. C'est extrêmement long. Et là, surtout qu'on a accès au développement de cette qualité assez tard. C'est-à-dire que si tu commences l'athlétisme à 8 ans, à 25 ans, oui, tu seras à ton prime, au top de tes performances, mais tu as quasiment 20 ans d'expérience derrière toi et de développement de cette qualité. Là, tu commences au plus tôt à 17 ans, mais on va dire que la majorité des gens, c'est plutôt 20-21. Tu penses pas qu'à 23, tu vas être à ton prime. Non, ça va arriver, 35, 36. Et on a eu plein d'exemples cette année, et moi, ça m'a régalé un petit peu. C'est un petit peu le retour des vieux loupards. Là, on a encore eu le show là, à Powerlifting America. On a eu des exemples au championnat du monde. Donc, prenez exemple plutôt sur les gens qui sont là depuis longtemps et qui n'hésitent pas à prendre des années off. Et c'est là où vraiment tu vois de quel bois sont faits les mecs. C'est qu'ils sont au top niveau, il y a une nouvelle génération, c'est normal, c'est un peu le cycle de la vie qui arrive. Boum, ils sont détrônés, ils ont une blessure, ils ont quelque chose, ils prennent 1 ou 2 ans off et puis ils reviennent avec X kilos de total en plus. Bien sûr. Maintenant que c'est clôturé, c'est fait, on est blessé, tu es blessé, vous êtes blessé, je suis blessé. Long terme, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation? On va exclure un petit peu la partie variable entraînement, etc. Je pense que ça a été fait dans plein de podcasts. Là, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de juste suivre une prog adaptée, etc. Et il faut s'attarder à être l'athlète le plus performant possible au sens général de sa vie d'athlète. C'est-à-dire que votre objectif ne doit plus être le niveau compétitif de base, mais plutôt je cherche à être meilleur dans ma pratique et à être le plus complet possible. Et là, on va ouvrir tous les tiroirs qu'il y a dans le grand placard de la performance, sur l'aspect mental, sur l'aspect nutrition, etc., sur bien choisir ses objectifs. Il y a juste quelque chose sur lequel je veux revenir et lancer un peu le sujet avec un paradoxe. Le paradoxe, c'est que quand tout va bien, tous vos défauts, vos lacunes sont vos forces. Exemple, j'ai une asymétrie, j'ai une mobilité restreinte. Ben non, en fait, c'est parce que je me suis endurci et maintenant je suis vraiment spécialisé à mon amplitude de squat, etc. Donc, c'est ma force. Le jour où je me blesse, c'est le jour 1 de « Ah ouais, mais ça, je savais depuis longtemps que c'était le problème. » Et donc, je pense qu'il y a un continuum. Effectivement, si ta mobilité est limitée et qu'elle est vide, tu ne peux pas faire un squat profond. Bon, il y a peut-être un petit problème, mais ne pas basculer dans « il faut que je change absolument tout » et j'ai un angle de poignet qui est de 4 degrés à gauche, 3 degrés à droite. Il faut absolument que je revoie tout et que je fasse de l'unilatéral pendant 6 mois pour revenir dans 6 mois et monter mon bench. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Bah, moi je suis tout à fait d'accord. De toute façon, comme dans beaucoup de choses, c'est le juste milieu. C'est-à-dire, moi je l'ai vu à travers ma pratique et à travers les gars que je suis et que je coach. C'est que souvent, comme tu dis, on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on passe de l'extrême de se dire je peux avoir des asymétries, avoir un gros manque de mobilité. Et voilà, c'est vrai, on dit qu'on se rigidifie. De toute façon, quand on est en prépa, etc., on se rigidifie autour de certains angles, etc. Et ça peut même être une force. Hein. On peut être un petit peu plus fort en étant un peu plus raide, etc. Mais des fois, on va trop loin. On se dit, non, mais le corps s'adapte à tout. Je peux mettre la barre n'importe comment. Je peux optimiser mes leviers. De toute façon, mon corps va s'adapter. Et quand on se blesse, on passe pour certains, j'ai vu certains cas passer à l'extrême opposé, c'est-à-dire voilà, faire que de la mobilité, faire attention au moindre angle, si on shift tout un petit peu, c'est très grave, etc. Ne plus du tout avoir confiance en son corps et aux adaptations qu'il est capable de faire. Donc voilà, c'est comme tout, c'est dans un juste milieu. Évidemment que travailler sa mobilité, ça peut être très intéressant. C'est un truc que je dis et que je conseille, c'est que globalement, il faut calculer le temps et ce que ça va vous faire gagner. Ok, quel temps ça va vous prendre en plus, est-ce que ça peut vous faire gagner. Et pour moi, la mobilité, c'est essentiel. Le mieux, c'est de la faire, ses étirements, sa mobilité sur ses jours off. Mais moi, je conseille limite de la faire même avant pour être un peu plus à l'aise sur son squat ou son deadlift. Pour la plupart des gens en fait qui auront la flemme, qui vont pas y penser, qui vont pas être assez disciplinés pour le faire sur ces jours off, voilà, vous le faites peut-être à moindre intensité forcément, en échauffement, tirer un peu moins, etc. Mais voilà, ce petit temps que vous pouvez prendre, qui peut durer 10-15 minutes seulement par séance, ça c'est vraiment un truc qui, pour le temps que vous passez, qui peut vous enlever bien des soucis et pour moi est vraiment essentiel. Et ça, on s'en rend compte une fois qu'on se blesse. Hein. On se dit, c'est pas grave de pas le faire. Et c'est quand on est blessé qu'on s'en rend compte. Donc voilà, c'est important. Et pour moi, ça, c'est un truc qu'on peut travailler. Même travailler un petit peu sur ses asymétries, essayer de se régler un petit peu sans être parano, sans se dire, ah, la barre, elle est un peu décalée. Parce que on n'est pas foutu pareil des deux côtés. On peut avoir une omoplate plus haute que l'autre, une hanche un petit peu. Voilà, c'est pas obligé que ça soit parfaitement droit. Mais faut pas que ça parte si la barre, elle est. Trois quarts d'un côté, un quart de l'autre, bon, là, il y a un petit problème. Voilà. Et après, attention, quand on est blessé et qu'on passe de l'autre côté, ne pas perdre totalement confiance en son corps. Okay, ça, je l'ai vu beaucoup de fois. Et même moi, je suis tombé dans ces périodes où j'avais beaucoup de blessures, etc. Où après, la moindre petite douleur, on suranalyse d'où ça vient, etc. Alors que cette douleur, avant de faire du sport ou quand on n'était pas blessé, on l'aurait même pas calculé. On aurait dit, ouais, c'est une petite tension qui peut arriver, ça partira demain. Donc voilà, faut pas se dire c'est rien, il faut être attention, vigilant, mais pas tomber dans l'extrême non plus, où on a peur de tout, on n'a plus confiance en son corps, où on va surinterpréter et poser vraiment un focus sur ces douleurs-là et du coup se créer encore plus de douleurs, de traumatismes, etc. Donc voilà, il faut faire attention. Notre corps, il est quand même solide. On est capable de s'adapter à beaucoup de choses. Voilà, l'être humain est fait comme ça. Il faut être responsable, mais après, il ne faut pas non plus se mettre une pression monstre. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Il faut trouver un juste milieu. Et voilà, petite parenthèse évidemment sur l'ultra optimisation de ces leviers à être très spécifique et voilà, optimiser à fond ses leviers pour avoir le moins d'amplitude possible, hein, mettre la barre dans la moitié de son dos, prendre un bench ultra large, un sumo très très large, etc. Voilà, je sais qu'il y a certains athlètes qui sont au haut niveau et qui font ça, mais les gars, c'est pas vous, c'est des athlètes qui ont 10 ans d'expérience, d'accord. Et il y a eu tout un cheminement pendant des années qui les a amenés à ça. Vous n'avez pas le même passif, vous n'avez pas la même morphologie, vous n'avez pas le même bagage physique, sportif, vous n'avez pas le même vécu. Donc évidemment que ces choses-là, il faut les faire très très progressivement et c'est pas toujours la clé. Voilà, c'est pas toujours la clé et ça prend des années. Ça prend des années, voilà, donc ça peut être intéressant, essayer un petit peu plus large et tout, pourquoi pas, je suis pas fermé, mais ça doit se faire très progressivement et il doit avoir une raison. Si tout va bien, si vous vous sentez bien, il n'y a pas forcément de raison de changer les choses. Tout à fait. Bah, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je vais aller un peu plus loin parce que, comme tu l'as dit, si tout va bien, bah, pourquoi changer? Mais là, on part du postulat quand même que il y a des douleurs, il y a des problématiques. Ouais, donc, il y a les problématiques qui nous amènent à penser, voilà, il faut tout changer, il faut revoir. De toute façon, ça va pas. Mais en fait, si tu changes tout, tu ne sauras pas ce qui a fonctionné. Tu ne sauras pas quel est le cadre exact qui t'a permis peut-être de réduire les douleurs. Si tu changes 3, 4, 5 paramètres sur ton squat par exemple et que tu te retrouves sans douleur, mais lequel de ces 5 paramètres
t'a permis d'être pain-free. Peut-être qu'en en changeant un seul, tu colles un petit peu plus à ta technique auparavant, donc tu es un poil plus fort, et en plus de ça, tu n'as plus la douleur, donc tu es gagnant. Parce que si on reste évidemment dans cette approche santé, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir pratiquer le mouvement, pousser lourd, pousser la machine petit à petit pour être encore dans ce cadre-là où on veut être aussi fort que possible potentiellement. Donc il faut avoir, je pense, cette considération-là et se dire que en fait, en plus d'être à l'aise et de pouvoir pousser plus lourd, ça nous donne une compréhension supplémentaire. Ça nous permet de déterminer quelle est la problématique potentiellement qui est à l'origine de nos douleurs, de ne pas retomber dedans, d'essayer de pallier aussi à celle-ci. Donc il y a ce premier point-là, moi, que j'avais noté. Et comment dire, c'est un petit peu difficile à faire ça. C'est compliqué à faire tout seul, d'avoir le recul, de se dire, voilà, il faut que je change qu'un seul point. Parce qu'on peut être confronté à une nouvelle douleur qui apparaît, une nouvelle problématique. D'où, selon moi, l'importance, et très souvent même la nécessité, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais souvent c'est nécessaire de se faire suivre, de se faire accompagner, et d'avoir quelqu'un avec soi qui nous dit, voilà, tu as cette problématique-là, c'est quelque chose peut-être que j'ai rencontré avec d'autres athlètes, c'est peut-être quelque chose que j'ai moi-même expérimenté, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé. Donc il y a le coach, on va dire, classique, mais il y a aussi le coach qui est spécialisé en réhabilitation. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de travailler avec Brian, ça a été un travail qui a été très constructif, qui est venu en complément de ce qu'on avait lancé avec Johan, pour être un peu plus exhaustif. On avait lancé des petites modifications techniques, des petits éléments ci et là, on a travaillé derrière avec Brian, on a rajouté ou retiré certaines choses, et en fait ce travail de concert nous a permis de nous retirer de cette situation qui était vraiment pas terrible. Donc je fais pas juste le moralisateur à dire voilà, faites-vous suivre, oui, changez pas tout. C'est vraiment quelque chose que derrière, j'ai mis en pratique, je me suis fait accompagner et j'ai essayé d'aller au bout de cette démarche-là qui n'est pas de l'ordre de l'idée, mais qui est de l'ordre réellement de l'action, et c'est quelque chose qu'on implémente au quotidien. Ouais, c'est très intéressant de peser le pour et le contre de chaque action qu'on va mettre en place à partir du moment où on décide de changer. Et là-dessus, un regard extérieur est vraiment le bienvenu sur, oui, je vais modifier ma prise, mais quel est le postulat à partir duquel j'établis que ma prise est un problème ou est un signal, on va dire, de douleur. Et changer les trucs un à un, c'est vraiment le point numéro un. Il faut être un athlète dans son ensemble, je l'ai déjà dit, mais si vous essayez à la fois d'avoir un meilleur sommeil, de changer votre prise, de changer votre alimentation du tout au tout, de prendre un préparateur mental, vous allez exploser au bout de 2 semaines, vous allez revenir au point A et ça va rien changer. De la même manière que si vous changez votre prise, que vous changez la position de la barre dans le dos, la stance et que vous enlevez 50 kg, oui, je pré-shot là, je vous le dis, vous allez avoir moins mal, mais à cause de quoi? Et je pense que c'est les 50 kg en moins. Bref, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la douleur, déjà, c'est un phénomène qui est assez mal connu en fait, paradoxalement. Les sciences du sport évoluent, mais il n'y a pas de lien direct entre atteinte tissulaire et douleur, okay, excepté pour les douleurs traumatiques. Okay, si vous prenez un choc, vous prenez un gros tacle ou fracture du tibia, oui, vous avez mal parce que votre tibia est fracturé. On exclut tout ça, qui est vraiment moins d'1% des blessures en force athlétique. Ça veut dire que vous pouvez vous appuyer sur de l'imagerie, mais ça ne doit pas être la seule guidance qui doit vous mettre sur le chemin d'une réponse. Testez d'abord d'ajuster les variables, de faire 1 à 2 hypothèses, comme on avait avec Samy l'habitude de dire, voilà, on met un petit peu notre casquette d'enquêteur et on part à la recherche. Là, le but sur une séance, sur une semaine, c'est de tester 7 éléments et de le comparer au regard de plusieurs circonstances, je sais pas, sur des séries courtes, sur des séries longues, avec plus de volume, plus d'intensité, etc. Est-ce que c'est vraiment ce facteur-là qui revient à chaque fois? Si oui, on lance un petit protocole pour essayer d'améliorer la situation. Sinon, on teste d'autres facteurs, et si au bout d'un moment on arrive à court un petit peu de solutions, on va s'appuyer sur une imagerie potentiellement, ou sur l'expertise de quelqu'un d'autre. Et c'est un vrai travail de mettre son ego de côté, on va dire, en tant que coach, et même en tant qu'athlète, de le délaisser à quelqu'un. De se dire, mon champ de compétences s'arrête à un tel niveau, là je pense qu'on a essayé pas mal de choses, je fais rentrer quelqu'un d'autre dans le circuit, qui va apporter un regard nouveau et potentiellement plus de compétences. Donc ça, c'est vraiment un vrai travail à faire, et c'est un investissement sur vous-même, plus que d'avoir
X collection A7, X collection machin, et d'avoir un TikTok qui est super bien designé. Bref. La deuxième chose, un petit tips, c'est de soigner les sorties de séance. C'est-à-dire qu'en fait, on est super attaché à faire la meilleure séance possible, avec le meilleur ajustement de tous les détails possibles. De plus en plus, maintenant je pense que quand vous vous blessez, vous vous attardez sur la mobilité, l'échauffement pré-séance, et quand vous avez la meilleure montée en gamme, vous avez la meilleure mise en route possible, avec du cardio, avec de la mobilité, avec du renfort, avec tout ce que vous voulez. Et derrière, vous finissez votre séance, vous êtes en douleur, vous êtes voilà, au point où vous ne progressez plus. Vous remettez votre sac, vous repartez, vous reprenez la voiture, ou vous vous mettez dans le métro, ou dans le tram, ou dans le bus, ou que sais-je, et vous commencez à monter votre réel ou à faire au stop. Là, c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire. Le but, c'est de stopper et de définir l'état d'entraînement et que la douleur et toutes les problématiques liées à l'entraînement ne se propagent pas sur la vie quotidienne. C'est vraiment le premier travail à faire, c'est-à-dire que l'entraînement, déjà, toutes les problématiques liées à l'entraînement restent à l'entraînement. Et pour ça, un petit protocole de sortie avec des choses très simples. Vous reprenez les mêmes exos que vous avez fait en échauffement, vous les remettez en mode isométrique, en mode passif pour les étirements, vous sortez un petit peu de la séance, vous réactivez un petit peu le système parasympathique et vous arrivez apaisé, vous faites baisser votre fréquence cardiaque, vous faites baisser votre niveau de tension, un peu de massage, etc. Vous reprenez quasiment le copier-coller de votre échauffement et vous sortez de là en disant ok, ça c'était un moment que je viens de vivre et j'ai mis un début, j'ai mis une fin et maintenant je peux analyser que ça. Et pas, bah oui, je suis arrivé dans le bus et en fait j'avais encore mal à l'épaule, etc., etc. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce petit tips. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus, sur les tips pour gérer tout ça, on va dire péri-entraînement? Moi, je dirais qu'il y a deux petits points là que j'aimerais rajouter. Déjà, la première chose, et tu as fait écho, c'est qu'il faut pas courir après plusieurs lèvres. Ça, c'était une erreur que j'ai eue pendant mes réhabs. C'est chercher, vu que j'avais beaucoup de douleurs, à essayer de tout soigner en même temps, de tout réhab en même temps, etc. Et du coup, on a plus de paramètres et on a plus de mal justement à trouver la problématique en question. Comme tu dis, il faut prendre, quand on a des douleurs, sa casquette d'enquêteur, aller chercher, tester plusieurs variables, une à la fois, voir comment ça fonctionne, comment le corps réagit, qu'est-ce qui pose problème exactement, quelle zone est concernée. Et forcément, quand on a plusieurs douleurs, surtout dans à peu près la même zone, on va avoir des exercices qu'on fait pour un muscle précis qui vont impacter l'autre, et du coup c'est beaucoup plus flou pour essayer de trouver les causes, et même c'est extrêmement fatigant, mine de rien. Voilà, des grosses séances de réhab, ça fatigue beaucoup, c'est dur au quotidien, etc. Et ça peut être contre-productif d'essayer de tout régler en même temps, donc il faut mieux se concentrer sur un point, aller chercher vraiment un petit point et le faire bien petit à petit, trouver les solutions et après passer au suivant. C'est ce que j'ai décidé de faire, et depuis que j'ai fait ça, par exemple, là je me suis concentré sur ma problématique majeure qui était mes déchirures au pec, qui m'ont empêché de progresser au coucher et qui m'embêtaient au quotidien depuis des années. Je me suis concentré sur cette problématique-là qui est maintenant quasiment résolue. Et du coup, voilà, je m'occuperai des autres points après. Mais quand j'essayais de tout faire en même temps, j'y arrivais pas. Donc voilà, il faut pas être pressé. Faut savoir que déjà le premier facteur par rapport aux douleurs, de toute façon, c'est le temps. Évidemment, on peut faire des petits exos, etc. Mais c'est le temps qui va nous permettre aussi de récupérer. Et le deuxième point clé, qui est vraiment l'erreur à ne pas faire, et pour moi un des points les plus importants quand on est en période de réhab, qu'on vient de se blesser, etc., changer son référentiel. Voilà. Je vois trop d'athlètes, et moi-même quand je m'étais blessé, j'avais un petit peu cette mentalité-là, cette vision, se comparer à son meilleur niveau. De se dire ok, là j'arrivais pas à soulever 20 kg au bench, là je soulève 40, mais c'est encore 120 kg de moins que mon meilleur niveau. Et après, je soulève 50, c'est encore 110 kg de moins que mon meilleur niveau. Sauf qu'en fait, avec ça, vous vous dégoûtez juste. Et évidemment que vous êtes en dessous de votre meilleur niveau, vous êtes blessé, il y a une zone qui est touchée, etc. Et il ne faut pas voir les choses comme ça, il faut se recréer un nouveau référentiel à partir du même postulat, des mêmes circonstances. Donc depuis que vous êtes blessé, comment les choses ont évolué. Et moi, j'aime limite bien faire même le chemin inverse
pour trouver des petites satisfactions au quotidien sur les périodes de blessure, se dire PR, voilà les fameux PR post-blessure ou nouveau record, ou alors même ça peut être au niveau de la douleur, c'est pas forcément sur les charges. Là à 20 kg, j'avais 5 sur 10 de douleur, maintenant j'ai 2 sur 10, il y a une amélioration. Et voilà, c'est ça qui compte, c'est essayer de s'améliorer à chaque fois. Si on voit qu'il y a des choses qui avancent, c'est le plus important. Et voilà, se créer un nouveau référentiel et arrêter de se comparer tout le temps à son meilleur niveau. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a la zone touchée, depuis qu'on a cette problématique dans ces circonstances-là. Et c'est pas que valable pour les blessures, hein, c'est valable aussi sur le niveau de fatigue. Si vous avez un taf qui est beaucoup plus prenant, etc., il y a trop de gens qui sous-estiment ça. Ils font un bloc, ils avaient tout optimisé, récup à fond. Un autre bloc, ils dorment 2 heures par nuit, ils ont un taf de fou en usine ou je sais pas où, etc. Et en fait, ils se disent putain, j'ai pas progressé. Mais si tu fais la même charge avec un niveau de fatigue beaucoup plus haut, tu as progressé. Donc qu'est-ce que tu as fait dans ces circonstances-là avec ce référentiel-là? Donc voilà, ça c'est vraiment un des points les plus importants pour moi. Ouais, je partage tout à fait ce que vous avez dit, les gars, avec vraiment cette création du nouveau référentiel, cette idée de compartimenter les trainings. Et moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est cette idée de structurer des objectifs qui seraient annexes. Parce qu'on est dans une situation qui est problématique. On est dans une situation où ce qu'on aime faire, c'est du SBD. On ne peut pas faire du SBD. Et ça entraîne son lot de problématiques. Donc, l'idée, c'est de se faire des cadeaux à son soi du futur avec en partant toujours du postulat que le pourquoi t'entraînes-tu qu'on a évoqué plus tôt, il s'est conclu par potentiellement j'ai envie de devenir meilleur, j'ai envie de battre mon moi du passé. En tout cas, c'est ce qui me drive personnellement. Et derrière, l'idée, c'est d'aller décliner un plan d'action qui serait cohérent. À partir de là, l'idée, je l'ai dit, c'est de se faire des cadeaux à son soi du futur. Donc potentiellement, est-ce que tu gagnerais, je sais pas, à être plus musclé, à avoir potentiellement un meilleur sommeil, à développer tes skills de pleine conscience, parce que tu l'as dit, Johan, tout à l'heure, c'est important de compartimenter. Encore faut-il, lorsqu'on est dans l'instant présent de la séance, être à ce que l'on fait. Ça, c'est essentiel et déterminant pour moi. Ensuite, il y a cette idée aussi d'aller améliorer, pourquoi pas, sa nutrition. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'identifier chacun de ces petits détails, de ces petites quêtes annexes, on va dire quêtes secondaires, qu'on pourrait potentiellement améliorer. Il faut être vraiment dans une perspective stoïcienne et essayer d'identifier ce sur quoi on n'a absolument aucun effet et ce sur quoi on peut en avoir. Potentiellement, peut-être que sur ton SBD, pendant un moment, tu vas pas pouvoir en faire. Ça, c'était ma situation. Et tout ce sur quoi j'ai pu avoir un effet, c'était peut-être aller prendre du muscle, c'était peut-être être plus présent lors de mes trainings et tout un tas de choses. Je vais pas rentrer dans ce genre de détails-là. Mais vraiment, essayer d'identifier tous ces leviers-là de progression, c'est un travail, et c'est un travail qui prend du temps. Et ce que j'aurais tendance à préconiser, un lifter qui me dirait « Ok chef, super, mais comment je fais ?» En fait, pose-toi, essaye de voir à quoi ressemble une journée type, et essaye de regarder ce qui pourrait être améliorable. Peut-être l'heure de coucher, peut-être le tracking des cales, peut-être essayer de regarder ce que tu as dans ton assiette, peut-être... En fait, il y a tout un tas de choses, et c'est vraiment en posant une journée type, et même une semaine type, pourquoi pas, sur le papier. De toute façon, vous avez le temps, les gars, vous pouvez pas vous entraîner, vous êtes cooked. Profitez de ce temps-là, faites ce travail-là, allez référencer un petit peu une journée type, une semaine type, essayez de voir vraiment ce qui peut être améliorable selon vous, essayez d'être le plus objectif possible. Je sais que c'est pas toujours facile, mais il y a toujours des petits points qui sont améliorés. Donc faites des cadeaux à votre vous du futur. Moi, c'est le petit tip que je vous donne là. Ah, je te rejoins. Ouais. Vas-y. Non, je te rejoins. Avoir des objectifs annexes, c'est vraiment extrêmement important. Voilà, quand tu peux pas pratiquer, dans tous les cas, c'est bien de se fixer des petits objectifs. Alors ça peut être des objectifs sportifs, comme tu dis, être un peu plus musclé, voilà, s'améliorer sur d'autres mouvements, juste, j'en sais rien, du curl, des petits exos d'isolation, ce genre de choses, etc. Et puis même, en fait, la charge en elle-même, c'est un des facteurs, mais il y a plein d'autres facteurs à travailler. Profite de cette période de blessure où tu travailles beaucoup moins lourd pour améliorer ta technique, ta posture, peut-être. On parlait des asymétries, régler des petites asymétries que tu avais laissé aller parce que tu t'enchaînais les prépas, etc. Et que tu étais tout le temps sur des grosses charges. Donc profite-en pour te recalibrer, etc. Améliorer ton gainage, travailler sur d'autres qualités, voilà, sur le gainage, sur des muscles profonds, sur de la renfo, essayer d'être un meilleur athlète. Et ouais, c'est ce qu'on disait aussi l'autre fois, c'est que c'est les périodes qui te font le plus grandir. Les périodes de blessure, c'est vraiment les périodes qui te font passer un cap. Moi, pour voir si les athlètes vont aller loin dans le sport, souvent on me parle d'un tel, qu'est-ce que t'en penses? Il a progressé de ça en 1 an, 2 ans, etc. Je disais,
je dis tout le temps, je ne sais pas quoi en penser jusqu'à qu'il soit blessé, qu'il ait fait sa première saison off. Parce que quand tu as haut niveau, surtout quand tu progresses très très vite, tu as toujours une saison off. Quasiment tous les athlètes, ils ont fait une saison blanche où ils ont été confrontés à des blessures. Donc j'attends de voir comment l'athlète va se sortir de cette période compliquée. Est-ce que malgré tout, il va pas lâcher, il va en tirer les bonnes conclusions, il va s'améliorer, il va passer un cap, et s'il en ressort, je sais que là, je pourrais dire, ok, respect, le mec va aller loin, c'est sûr. Et souvent, il y en a aussi beaucoup qui abandonnent. Et dans ce cas-là, voilà, c'était bien beau d'être étoile filante et d'avoir des super perfs en 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais du coup, voilà, le mec ne durera pas dans le sport. Donc voilà, moi, souvent, pour analyser quelqu'un, j'attends de voir la première saison blanche. Parce qu'évidemment, s'entraîner quand tout va bien, quand tu fais des PR sur PR, oui, c'est déjà bien d'avoir d'avoir cette discipline, d'aller à l'entraînement, etc. Mais c'est facile. Quand tu aimes un minimum ce que tu fais, c'est facile quand tout va bien. C'est quand tout va pas bien, quand ça va pas dans ton sens, quand ça prend du temps, quand c'est douloureux. C'est là où on voit vraiment les gens qui font la différence. Et voilà, et c'est les périodes qui font le plus grandir. Et tu peux en profiter pour améliorer d'autres choses de ces périodes de blessures dans le sport, mais aussi en dehors. Essayer d'avoir des objectifs un petit peu en dehors du sport. Surtout si, par exemple, moi, dans mon cas, après mes prépas, j'étais rincé de partout. Et il n'y avait même plus de choses que je pouvais trop travailler. Même la muscu, c'était compliqué, etc. Et voilà, ça m'a permis en tant qu'individu, on va dire, de me remettre aussi beaucoup en question, de voir que malgré tout, malgré ce que je pensais, je basais beaucoup ma confiance et ma personne sur vraiment qu'est-ce que je représentais en tant qu'athlète. Je me représentais beaucoup en tant que athlète de haut niveau, par rapport à mes performances, je m'identifiais à ça par rapport à mon physique. Et ok, essayer de varier un petit peu, et ce qui m'a permis aussi d'aider des gens à pas faire les erreurs que j'ai fait, de développer mon coaching. Là j'ai monté une salle de power, et voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être les études, la vie sociale, n'importe quoi, d'autres passions annexes, et de s'identifier aussi autrement que par le côté purement sportif, purement performance. C'est important, mais évidemment il n'y a pas que ça, et ça c'est aussi pour moi essentiel dans les périodes où forcément ce côté-là est impacté. C'est de voir qu'est-ce qu'on est en dehors de ça, et de se plaire aussi dans d'autres activités, évidemment. Ouais, en fait, c'est presque le voir comme une chance, hein. Ça fait bizarre de dire ça quand on est dans le moment présent et quand on débute et on se dit putain, j'ai une montagne à gravir pour retrouver l'ancien moi, comme tu disais. Mais en fait, c'est plutôt une opportunité de développer tout un tas de skills qui, à long terme, te serviront. Parce que si tu comptes durer dans le sport de haut niveau, et même de manière générale en force athlétique, si tu comptes faire une dizaine d'années de carrière, tu vas te confronter plusieurs fois à des périodes de réhab, à des périodes où tu vas devoir faire sauter des prépas, faire sauter des mythes. Donc, engrange le maximum d'expérience, le maximum de skills que tu peux pour pouvoir faire face de mieux en mieux et de plus en plus rapidement aux périodes futures. C'est vraiment l'idée de se faire des cadeaux à soi que tu as évoqué, Samy. La deuxième chose, c'est, on va dire, les troubles de l'identité. C'est-à-dire que, comme disait Thomas, il faut rentrer sur un nouveau référentiel, mais il ne faut pas se tromper de référentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se créer une nouvelle identité non, avant, j'étais moi à mon prime, je faisais X kilos, j'étais au top, je souffrais de rien et la vie était belle. Maintenant, j'ai changé. Je suis une nouvelle personne qui suis blessée jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, et je suis enfermé dans ce truc-là, et je ne peux pas me définir autrement que par athlète blessé. Non, la vérité, comme d'habitude, elle se trouve au milieu un petit peu des deux. Vous êtes un athlète au terme général. Il y a des moments où vous êtes beaucoup mieux, des moments où vous êtes au plus mal, c'est comme dans la vie au général. Des moments où vous êtes joyeux, des moments où vous êtes triste, et ce n'est pas parce que vous passez un long moment triste que forcément vous êtes devenu une personne triste en général. Et que si vous faites une longue carrière, on va dire, si vous pratiquez la force athlétique pour les mauvaises raisons, on les a citées en début de podcast, et que vous allez faire 2-3 ans de carrière, voilà, première difficulté, vous allez arrêter, et dans ce cas-là, ce podcast n'est pas vraiment pour vous, désolé. Mais si vous êtes dans le second cas, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire exactement à ce moment-là, c'est génial, ça sera l'occasion de faire un petit cut. Oui, si vous êtes dans le second cas, en fait, à l'échelle de votre carrière, des 10 ans, des 15 ans,
cette année prise off, cette année à focus d'autres objectifs, ce sera presque un non-événement en fait au regard de votre carrière. Et quand vous vous assirez, vous direz bon, là c'est le moment de raccrocher les crampons, on va dire, parce que j'ai eu des enfants, parce que telle ou telle chose, parce que j'estime être arrivé au bout de mon chemin. J'ai 10 ans de carrière derrière moi, bah, j'ai fait une saison blanche, une saison et demie. J'ai pris 3 mois ici, mais au final, je suis parti de X kilos total, je suis arrivé là, j'ai appris à bien manger, j'ai appris à bien dormir, j'ai appris à structurer un échauffement, une sortie de séance, à développer des skills mentaux. J'ai développé mon physique, j'ai développé ma force. Et tout ce chemin parcouru, c'est au final ça qui résume votre carrière. Donc c'est vraiment dézoomer plutôt, et sortir un petit peu de ce contexte présent. Voilà. Je pense qu'on peut passer un petit peu à la suite, à part si vous avez d'autres tips et d'autres axes de progression pendant cette période-là. On va se tourner plutôt vers le futur, et on va parler un petit peu à la fois évolution du sport et toujours cette cohabitation entre le sport de haut niveau et la blessure. On en a parlé un petit peu, c'est la structuration d'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un petit peu désuète ou illusoire de vouloir faire une carrière de haut niveau seul, en auto-coaching, ou avec un seul coach, on va dire un coach 1D, comme on pourrait les appeler? Comme tu veux, Samy. Samy, il a quelque chose qui le démarre. Vas-y, Samy. Non. Vas-y. C'est juste, ça fait quoi un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, donc c'est la question de comment on se structure, comment on fait, tout ça. Et en fait, ça me rappelle un nombre en fait, d'échanges absolument incroyables, absolument fous que j'ai eu avec de nombreux athlètes qui très souvent étaient malheureusement blessés ou malheureusement stagnés. Et voilà. Pourquoi est-ce que tu prends pas un suivi? Pourquoi est-ce que tu prends pas un suivi réhab? C'était une grosse problématique de cet ordre-là. Et très souvent, la problématique qui revient, c'est, écoute, c'est un peu trop cher et j'ai aucun souci avec ça. Mais en fait, très souvent, les gars qui me disent ça, ils ont 8 singlets SBD, 9 paires de chaussettes A7, les genouillères rigides, les pas rigides, etc. Et en fait, mon frérot, quelle est la valeur que tu donnes à ta santé? Quel est le coût que tu lui donnes? Moi, je pense que la santé, malheureusement, ça n'a pas de prix. Et parfois, s'il faut vendre 2 singlets A7 pour se faire suivre peut-être 3 mois par un coach de grande qualité, par un suivi réhab de grande qualité, et il faut aller chercher cette structure-là. Cette structure-là, elle ne vous tombera pas dans les mains. En fait, c'est quelque chose qu'il faut que vous alliez chercher. Il faut aller chercher la compétence chez les gens qui l'ont, en fonction des problématiques que vous rencontrez. Mais ça, en fait, ça demande un énorme travail, ça demande une énorme remise en question. Ça veut dire que pendant un temps, on s'est programmé peut-être tout seul, et on s'est rendu compte qu'on n'arrive pas à progresser sur cette base-là. C'est peut-être une pilule qui est difficile à accepter. Je pense que tout le monde n'en est pas capable. Ensuite, sur la réhab, là encore, je vais être pénible avec cette question-là du pourquoi est-ce que tu fais ça, mais peut-être que si ton pourquoi c'est de faire des jolis TikTok avec tes 8 beaux singlets SBD, mec, kiffe, fais ton truc et t'as peut-être pas besoin de te faire suivre. Et c'est vrai, il n'y a aucun jugement là-dedans. En revanche, si ce que tu veux c'est devenir la meilleure version de toi-même potentiellement, en tout cas dépasser ton ancien toi, encore une fois, moi c'est ce qui me drive, et potentiellement aller se chercher la compétence là où il faut aller la chercher, aller se chercher justement cette structure-là, et c'est ce que j'aurais tendance à préconiser. Alors, est-ce que c'est le sport du futur, la FA du futur, d'avoir son kiné attitré, son coach attitré, sa nutritionniste, nutritionniste évidemment attitré, son prépa mental, etc. En fait, pourquoi pas? Pourquoi pas, si c'est quelque chose qui est dans les moyens des individus, si c'est aussi quelque chose qui rentre dans les objectifs et du pourquoi de l'individu. Tout ça, je pense que c'est à réfléchir, mais en soi, franchement, pourquoi pas? Ça m'amène à une question supplémentaire d'ailleurs, et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensiez, mais dans la plupart des sports, je sais pas, au foot, tout ça, on a des grosses équipes avec une ensemble de personnel, enfin de personnes qui sont membres de l'équipe, qui sont le kiné de l'équipe, qui sont le prépa mental, le prépa physique de l'équipe, etc. Est-ce que dans la FA, vous voyez un truc type, je sais pas, par exemple, le club du HC Nice aurait son propre kiné qui vient intervenir, le club de Olna a son propre prépa mental qui vient accompagner un petit peu tout le monde. Je sais qu'à Olna, on a quelque chose qui n'est pas directement en ce sens-là, mais évidemment, il y a des collègues qui viennent faire les progs des autres, on a certains kinés qui viennent en accompagner d'autres, etc.
et c'est une sorte de sous-structure qui prend petit à petit place et qui s'immisce petit à petit. Mais est-ce que dans les clubs de FA du futur, vous voyez ça de manière un petit peu plus institutionnalisée, par exemple? Je sais pas trop pour le moment parce que déjà, je pense qu'un sport se professionnalise et vraiment il y a toutes des structures, des accompagnements, etc. quand le sport commence à rapporter, voilà, à faire de l'argent. Et c'est pas forcément par rapport au nombre de pratiquants. Moi, je prends souvent cet exemple-là. Par exemple, en ce moment, c'est en train d'exploser aussi le MMA, hein, un petit peu comme la force, en tout cas en France. Pourtant, je pense qu'il y a limite plus d'athlètes qui font de la force, en tout cas au moins les 3 mouvements dans des basic fit et tout, que par exemple des mecs qui font purement du MMA. Je parle pas de tout sport de combat, je parle pas de judo, boxe, etc. Je parle vraiment de la pratique du MMA. Voilà, par rapport à la force. Et pourtant, les athlètes de haut niveau, voilà, à l'UFC, etc., ils sont largement des plus grosses stars et beaucoup mieux payés que des athlètes de power. Mais tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui vont venir payer pour ce sport-là parce que c'est divertissant et parce que même sans pratiquer, la majorité des gens qui regardent ne pratiquent pas. Mais c'est divertissant, il y a un côté, voilà, un côté chaud, etc. Et il y a des gens qui ont de l'attrait pour ça. Alors que c'est vrai que les compètes de power, même si ça va dans le bon sens, même si ça commence de plus en plus à être attrayant, ils trouvent des choses pour que ça soit un peu moins ennuyeux, des prime time plus courts, des enchaînements. Des fois même, on commence à avoir des grosses compétitions avec des shows, avec des spectacles et tout, entre les plateaux, des storytelling. Donc ça va dans le bon sens et je pense que ça va s'améliorer d'année en année. Mais est-ce que le sport en lui-même peut vraiment amener beaucoup de monde à regarder, à aller jusqu'à payer, etc., mis à part les passionnés? Je sais pas encore, c'est une question. Peut-être qu'on trouvera des moyens de le développer plus, mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être plus compliqué que dans d'autres sports parce que, voilà, forcément, quand on a cette sensibilité, moi, j'adore regarder les compètes de haut niveau, les différentes techniques, voir comment ça monte, voir les matchs. Mais en fait, pour quelqu'un de novice qui est pas dans le sport, il voit un mec soulever 200 kilos ou un mec soulever 400 kilos, pour lui, c'est beaucoup. Il va pas voir la différence si c'est pas le travail que ça demande. Et du coup, il va pas, voilà, en plus ça peut être long, les compétitions, c'est difficile à comprendre, à suivre. Donc je pense que c'est un petit peu limité à ce niveau-là et que du coup, que forcément même les clubs, il n'y a pas énormément de clubs privés qui auront les moyens de faire venir des kinés, des ostéos, etc. Voilà. Et la plupart des clubs en France, c'est associatif. Voilà, c'est encore très amateur en fait, même s'il y a pas mal de pratiquants maintenant. C'est encore très amateur la force, même si on va dans le bon sens. Et voilà, je pense que ça va s'améliorer. Mais est-ce que pour autant ça va aller au niveau des sports top niveau, etc., où les mecs vont être repérés, encadrés, etc. Non, je pense pas forcément, en tout cas pas dans les prochaines années, selon moi. J'espère me tromper. Mais après, il y a des avantages et des inconvénients. En force, en fait, on doit aller chercher. Vraiment, on doit aller chercher son kiné, chercher son coach, etc. Et forcément, ça oblige à se responsabiliser. Ça oblige à se renseigner, à se responsabiliser et à savoir que, ok, quand on va chercher un coach, quand on va chercher un kiné, c'est pas une structure qui nous l'a mis et c'est pas de notre faute si ça marche pas. Là, c'est vraiment aussi notre faute, notre responsabilité si ça marche pas. Et je pense que les mecs à haut niveau, ils sont très compétents. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'athlètes de haut niveau qui sont aussi coachs. Parce que bon, déjà, ils peuvent pas gagner leur vie avec le power. Mais aussi parce que aller à haut niveau, ça demande vraiment de s'investir personnellement, de se renseigner, d'aller chercher, de se responsabiliser. Il n'y a pas tout qui est fait autour. Alors que par exemple, je sais pas, dans le foot, dans le basket, il y a plein d'athlètes de haut niveau qui ne pourraient pas être coachs. Parce que voilà, ils aiment juste pratiquer, mais ils n'ont pas forcément cette responsabilité d'aller chercher, d'aller se renseigner, de regarder les méthodes, etc. Et donc voilà, on peut voir qu'il y a des avantages et des inconvénients, et se dire que ça nous permet de grandir en tant qu'athlète, en tant qu'individu aussi, le fait que ça soit un petit peu plus amateur, mais forcément, ça va être plus compliqué. Et voilà, on rejoint aussi ce que tu disais, le fait d'investir sur soi. Moi je dis, en tant qu'athlète, si vous voulez performer dans un sport, surtout dans les petits sports, etc., où il n'y a pas beaucoup d'argent comme la force, il faut vraiment accepter d'investir pour soi. Déjà par rapport à sa santé, hein, comme tu le disais, mais aussi, par exemple, voilà, un mec qui ouvre son entreprise, etc., il investit dans son entreprise, il prend des risques. Et oui, c'est prendre des risques. Oui, peut-être ça va pas marcher, peut-être tu vas pas avoir le bon kiné, peut-être ça va mettre du temps, tu vas aller voir un mec, 2 mecs, 3 mecs, moi comme j'ai pu le faire, et c'est qu'au 3e où tu auras des bons résultats, etc. Mais en fait, pour moi, voilà, ça fait partie du jeu aussi,
de prendre ces risques-là, d'investir sur soi. Et en tant qu'athlète, si vous voulez atteindre le meilleur niveau, il faut pas lésigner sur la qualité, comme tu dis, des singlets, assets, des trucs, acheter des TikTok, des compiles White Light Media ou je sais pas quoi. C'est très bien. Attention, je critique pas du tout. Très bonne qualité, ça fait partie aussi du show. Et même en tant qu'athlète, ça fait partie aussi du truc d'investir dans sa com. Hein, clairement, là on parle d'haut niveau, voilà. Mais et si ça peut te faire kiffer, même en tant qu'amateur, c'est bien. Mais voilà, la santé aussi, c'est encore un autre step et ne pas lésigner sur la qualité des aliments qu'on va prendre. De son sommeil, de son suivi, aller voir des bons kinés, vraiment des mecs qui comprennent les contraintes du sport, aller voir des bons coachs avec qui vous avez un bon feeling, que vous sentez bien. Voilà, ça fait aussi partie du jeu. Bon, j'ai parlé un petit peu de tout, mais voilà, c'était un peu brouillon. Ah non, mais c'est bien. Hein. Tu as évoqué plein de choses. Moi, je pense que la question, elle est plus politique qu'autre chose, en fait. En tout cas, en France. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une illusion. C'est-à-dire qu'on voit, ouais, le foot, ouais, les très gros sports qui ont vraiment des structures très développées. Mais c'est pas des associations. C'est pas parce que c'est des clubs que c'est des associations. C'est vraiment devenu des entreprises privées avec des gros bénéfices qui réinjectent ça dans le développement de leur structure et leur capacité à faire éclore des potentiels ou à se stabiliser en termes de résultats et donc de rémunération. Ce qu'il faudrait pour la France athlétique, parce que la France athlétique n'atteindra jamais ce niveau de popularité, en tout cas j'espère me tromper, hein, ce serait génial, mais je pense pas. Ce qu'il faudrait, c'est une décision politique de l'État qui augmente de je ne sais combien de milliards d'euros les budgets pour le développement de toutes les associations. Et du coup, on aurait un déversement sur toutes les associations sportives, je sais pas, même les clubs de boxe amateur, n'importe quoi. Le judo, parce qu'aujourd'hui, le judo, oui, l'équipe de France a des kinés, etc. 99% des gens qui pratiquent le judo, ils ont un coach bénévole et des tatamis qui puent, hein, c'est la vérité. Et donc, on va avoir la même chose que les autres. Par contre, déjà aux États-Unis, par exemple, je pense que c'est différent parce que leur politique sportive est vraiment très différente de la nôtre. Et on voit que, par exemple, beaucoup dans les petites catégories, Russell Horry, Austin Perkins, Taylor Atwood, tout ça, c'est des gens qui étaient sélectionnés à l'université pour le football américain. Et vu qu'ils n'ont pas les morphologies idéales pour le très haut niveau, hein, ils sont très petits, ils font moins d'1m70, par contre ils ont des qualités athlétiques exceptionnelles, bah, du coup, le fait d'avoir des séances de préparation physique, etc., d'avoir un encadrement qui est digne du monde professionnel, ça les fait transiter vers un sport qui leur est accessible et où ils peuvent mettre leur qualité pleinement à égal de leur potentiel, on va dire. Donc je pense qu'aux États-Unis, on va plus aller dans ce sens-là et que le powerlifting va devenir peut-être une vraie option. Je sais pas, il n'y aura peut-être pas de scouting, mais en tout cas, le mec qui va peut-être pas percer pour des raisons techniques, tactiques, etc. On va dire, bah attends, il y a une super solution, tu peux continuer à être encadré, machin, t'entraîner sur du super matériel, bénéficier de tous les encadrements de la fac, mais par contre, il y a un autre sport qui te sied totalement. Donc ça, je vois bien, cette option-là. Et après, pour la France et même pour le monde en général, ça va être à titre privé, c'est-à-dire que là, vers toutes les équipes tendent, c'est une structuration d'une vraie équipe avec un coach, un nutritionniste, un mec pour la réhab, un mec pour la prépa mentale et peut-être d'autres mecs, enfin tu vois par exemple TSG qui font même appel à des gens de l'extérieur, des fois pour gérer uniquement des matchs. Ils vont faire appel à Matt Gary, à Patrick Carr, etc. pour juste gérer le match. Enfin, ce qui est inimaginable pour l'instant en France d'avoir des mecs qui sont spécialisés dans la gestion du match. Pareil, j'ai entendu que pour sa prépa pour les nationaux, le coach de Taylor Atwood avait fait review sa programmation, enfin les 12 semaines de prépa, par un spécialiste de la charge d'entraînement aux États-Unis, un maître de conférence et un scientifique. Donc ce niveau-là, il existe déjà en réalité, mais c'est dans des sphères très privées, c'est ton équipe de coaching, et je pense que toutes les équipes de coaching vont tendre vers ça, et aujourd'hui on en a quelques-unes en France qui se spécialisent là-dedans et qui offrent des accompagnements assez complets, mais je pense que là dans les 3 prochaines années ça va vraiment évoluer à vitesse grand V et il y aura
de plus en plus de gap entre à la fois les athlètes dits pro, on va dire, haut niveau, et les athlètes amateurs, donc sport pro, sport santé, on va dire, si on faisait le parallèle avec d'autres sports, mais aussi les équipes de coaching, celles qui visent le haut niveau et du coup qui ont un encadrement très très complet, et les coachs individuels de l'autre côté qui seront plus abordables, etc. Et du coup, tu vas avoir vraiment petit à petit, je pense que le temps fera son effet et qu'on va se retrouver comme n'importe quel autre sport avec des encadrements qui diffèrent petit à petit pour des potentiels qui diffèrent aussi. Non, je te rejoins tout à fait. Et ouais, c'est vrai que pour l'exemple des États-Unis, je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Et bon, il y a quand même aussi d'autres pays qui investissent là-dedans, etc. Et qui aussi ont vraiment cette culture du sport universitaire. Voilà, en France, on pratique pas. Bon, ça commence des fois un petit peu de muscu au lycée, etc. Mais il n'y a pas la force athlétique en sport universitaire. Pour le coup, aux États-Unis, il y a vraiment la force athlétique en sport universitaire. Et il y a pas mal aussi de. C'est un sport beaucoup plus connu. Et il y a pas mal de jeunes maintenant qui commencent de plus en plus tôt et pour le coup qui commencent à être repérés et encadrés de plus en plus tôt. On a vu des niveaux de fou chez les jeunes, même si certains sub-juniors, etc., même certains juniors maintenant, et qui arrivent à avoir des niveaux stratosphériques parce qu'ils sont très très bien encadrés, bien pris en charge directement. Voilà, ils commencent à avoir des enjeux et beaucoup plus de structure autour d'eux. Et ça fait plaisir aussi de voir que ça se professionnalise parce qu'à l'époque, c'était vraiment très très amateur, même le très haut niveau. Et là, c'est la différence, c'est que 90% des gens, c'est encore très amateur, pas dans leur investissement, mais dans tout ce qu'il y a autour. Mais voilà, le haut niveau maintenant, contrairement à avant, c'est beaucoup plus professionnel et ça fait plaisir parce qu'avant, je voyais beaucoup plus d'athlètes de haut niveau qui faisaient des perfs de fou, mais après qui se blessaient et il n'y avait plus rien parce qu'il n'y avait pas d'encadrement, etc. Et il y avait très peu de gens qui arrivaient vraiment à durer dans le sport. C'était assez rare. Il y en avait quelques-uns, les légendes un peu du power, mais la plupart, il y en a plein qu'on a vu disparaître, qui avaient des très très bons niveaux, qui n'ont pas réussi à sortir de blessures ou quoi. Et là, on en voit de moins en moins. Même des mecs qui sont un an off, 2 ans, etc., ils sont bien pris en charge et ils reviennent toujours. Et voilà, c'est comme tu dis, il y en a plein qui sont maintenant un petit peu plus âgés, qui reviennent, qui avec leur meilleur niveau, etc. Bah, par exemple, là, les nationaux aux États-Unis. C'est vrai qu'on parle en 83 de la perte du jeune Joe, je crois il s'appelle, mais même Atwood, qui est revenu à plus que son meilleur niveau, alors que tout le monde disait qu'il était fini, le mec a 35 ans, ses meilleures années étaient derrière lui, et voilà, il a été bien encadré, bien suivi, il est revenu, et voilà, il a joué match pour être le meilleur, et voilà, et même il avait fait un record du monde à la base, donc, euh, donc voilà, ça c'est plutôt un très bon point de voir que ça se professionnalise. Jusqu'où ça va se professionnaliser, je sais pas. Et comme tu dis, je pense que maintenant il va y avoir beaucoup plus d'écart entre les athlètes qui auraient investi sur eux, qui ont pris une équipe, qui ont pris tout ce qu'il fallait, etc., qui ont investi sur leur carrière, et les autres parce que voilà, c'est beaucoup plus professionnel. On a des meilleurs outils, on connaît mieux le sport. Même en France, ça commence à se professionnaliser. Et voilà, maintenant ça va être comme tous les autres sports, en fait, le haut niveau beaucoup plus haut et le reste plus bas. Merci vraiment les gars pour ce panel-là sur les États-Unis, parce que moi je ne le connaissais pas du tout. Et je savais pas du tout comment est-ce que ces choses-là étaient organisées, structurées, quelles étaient les potentialités par rapport à ça. Et je trouve que ça ouvre l'esprit aussi, d'avoir ça à l'esprit, et ça permet de se projeter tout simplement. Et pour peut-être finir sur ce que j'ai à dire sur ce sujet-là, c'est que du coup on a vu qu'il y avait un contexte américain qui était favorable à cette structuration d'équipe. Et là malheureusement nous on est en France. Je dis malheureusement, heureusement, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, prenez vos responsabilités, allez vous faire suivre. Quand vous avez des problématiques d'électricité que vous n'arrivez pas à résoudre, vous appelez en général un électricien, il va venir, il va le faire. Quand vous avez des problématiques d'ordre de la santé, vous allez juste prendre votre téléphone, mettre des stories sur Instagram, it's over. Les gars, ça c'est le chemin de la facilité. Allez vous faire suivre, prenez vos responsabilités, et c'est comme ça que ça va aller mieux. C'est pas juste en mettant ces fameuses stories et we are back, it's over que ça va se régler. Ouais, non, c'est exactement ça. Peu importe notre contexte, il y a toujours des choses à améliorer. Et je pense que là où on est le sport actuellement, il y a des options qui ne sont pas non plus très très chères pour se faire bien suivre. Enfin, je sais pas, un coaching aujourd'hui, c'est entre
allez, un coaching de qualité entre 150 et 200 euros par mois. D'accord, c'est un coût, mais je pense qu'il y en a de qualité qui peuvent être un poil moins cher. Et les suivis réhab, ça doit être à peu près là-dedans aussi. Donc vous pouvez avoir un package à 300 euros par mois spontanément, on va dire, sur quelques mois, et ensuite passer à, on va dire, aux alentours de 150 euros par mois. J'entends, hein, si vous êtes étudiant, si vous êtes en junior, etc., ça peut sembler des sommes énormes, mais si vous avez dépassé ce stade-là, que vous êtes dans le monde de la vie active, etc., et que votre objectif, c'est de durer au haut niveau, finalement, ça reste pas si cher que ça. Voilà. Et je pense que ça va grandement évoluer dans les années futures. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est encore à peu près abordable, sans compter que notre système de santé en France, vous pouvez avoir des suivis chez le kiné à l'année quasiment. Tous les ans, vous avez 10 ou 15 séances offertes, c'est-à-dire une séance par mois gratuite, enfin juste une consultation chez le médecin. Donc vous avez en plus de tout ça, si vous trouvez un bon kiné qui peut vous suivre un petit peu mis à distance, mis en présentiel, vous avez des options pour réduire encore le coût de tout ça. Voilà. Pour finir, pour conclure ce podcast, on va aborder peut-être les outils un petit peu du futur. Là, on a parlé de la structuration d'équipe. Moi, j'avais quelques outils que j'avais vus pendant mes études et que je tente de mettre en place. Alors, il y en a un qui est possible, l'autre pas encore. Mais même Thomas a suivi un traitement qui est assez récent, je crois, et qui est assez peu réputé en France. Bien sûr. Alors du coup, voilà, moi je vais parler de mon cas et voilà, là je vais parler de l'EPI en l'occurrence, mais c'est un petit peu aussi pour imager quelque chose, c'est qu'il faut jamais perdre espoir et toujours continuer à chercher, continuer à se renseigner, être ouvert sur les nouvelles méthodes. Et c'est pas parce que vous avez essayé 10 méthodes différentes que les 10 n'ont pas fonctionné que vous êtes fini, qu'il n'y aura plus rien qui peut vous aider. Non, il faut garder espoir, les gars. On peut toujours trouver quand on lâche pas, quand on travaille, quand on cherche. On finit toujours par résoudre les problèmes. Et voilà, moi je vais parler de mon cas où en fait je me suis fait une déchirure du pec il y a 4 ans, la première fois, je crois quasiment 4 ans. Malheureusement, j'avais pas les connaissances, j'avais pas les compétences que j'ai aujourd'hui. Et du coup, je me suis très mal pris dans la réhab. J'ai fait ma réhab tout seul, j'ai pas été voir un kiné, fait quelques étirements, etc. Mais ça n'a pas suffi. En plus, j'ai voulu revenir trop vite. En quelques mois, je suis revenu à mon meilleur niveau. En 2 mois, j'ai refait des très grosses barres. Et du coup, ça a relâché. Et en fait, j'ai fait ça plusieurs fois parce qu'après, j'ai enchaîné les compétitions, les prépas. Du coup, j'ai dit dealer avec cette douleur, effet de compensation, les 2 pecs déchirés plusieurs fois, etc. Et à force de me déchirer, mais forcément, ça fait ce qu'on appelle de la fibrose. En fait, quand vous déchirez, le muscle se régénère, mais généralement, si vous ne faites pas ce qu'il faut, donc voilà, dans les grandes lignes, l'idéal, c'est tout simplement, voilà, au début, le repos, des massages profonds pour aller stimuler la zone, vraiment, voilà, avec des kinés, de la thérapie manuelle, etc., pour aller stimuler la zone, amener de l'afflux sanguin, essayer de refaire de la fibre, plus des étirements avec contraintes mécaniques progressives, tension mécanique, retenue excentrique, tout ce genre de choses, voilà, très très progressif, remonter en charge. Et si vous ne faites pas tout ça sur plusieurs angles bien, le muscle ne va pas se remettre correctement, il ne va pas retrouver son élasticité, sa force, et tout simplement il va avoir des parties du muscle qui vont être fibrosées. Donc c'est tout simplement voilà, de la fibre, mais qui n'est pas du tissu musculaire, qui est beaucoup moins élastique. Et du coup c'est un cercle vicieux, c'est serpent qui se mord la queue, parce que plus vous avez de la fibrose, plus vous allez être raide, moins vous allez pouvoir étirer le muscle, et plus il y a de chances qu'il relâche. C'est pour ça qu'on dit généralement que voilà, les fractures, des fois ça se remet bien, mais tout ce qui est déchirure, quand c'est répété, après c'est très compliqué de s'en remettre. Et il y en a qui, voilà, une fois que c'est déchiré plusieurs fois, ils n'arrivent jamais à vraiment bien revenir. Et moi c'était le cas, ça avait pris des proportions assez énormes, et en fait on me disait ouais, c'est chaud, tu t'es déchiré plusieurs fois, même des kinés, etc. Voilà, ils n'arrivaient pas à trouver les solutions. Tu t'es déchiré plusieurs fois. Ah ouais, là ça commence à être dur. Sauf que bon, j'étais dans cette situation. Maintenant, la question, c'est ok, je sais que j'ai abusé. Comment faire maintenant? Et au final, j'ai trouvé un kiné qui a suivi quelques-uns de mes athlètes qui faisait de l'EPI, une technique que je connaissais pas. Donc c'est de l'électrolyse percutanée intratissulaire pour le nom technique.
Et en fait, c'est une technique qui est déjà connue et utilisée dans les sports de haut niveau, donc voilà, dans les équipes de foot, au tennis c'est beaucoup utilisé, Rafael Nadal il l'a fait, etc., avant ses matchs pour se remettre de blessures, de tendinite, etc. Et c'est déjà pas mal utilisé aux États-Unis, dans certains pays aussi, mais en France c'est très peu connu, c'est très nouveau sur le grand public, pas pour les professionnels, mais sur le grand public. Et en fait, jusqu'alors, c'était pas autorisé, si je dis pas de bêtises, tout simplement parce que les kinés, il faut pour faire cette technique enfoncer des aiguilles, des toutes petites aiguilles d'acupuncture sur la zone, et ils n'avaient pas le droit de venir à l'intérieur du muscle enfoncer des aiguilles, etc. Et voilà, maintenant ça fait, je crois, 1 an ou 2 que c'est autorisé, que c'est permis, et il y a quelques kinés qui commencent à faire ça de plus en plus. Et du coup, en gros, pour faire simple, on va passer une échographie, voir la zone qui a un problème, donc par exemple la zone où il y a de la fibrose, etc., qui ne s'est pas bien remis. On va enfoncer l'aiguille dans cette zone-là et ça va passer un courant électrique qui va venir un petit peu brûler la zone problématique et qui va permettre de reconstruire mieux, de mieux réparer. Évidemment, c'est pas très violent, c'est des petits influx électriques sous percussion et ça va venir justement réparer la zone. Voilà, il n'y a pas besoin de le faire beaucoup de fois, hein. On peut le faire 1, 2 fois, voilà, il faut laisser du temps entre les deux. Et voilà, si on combine ça, plus justement, cette fois, une fois que ça a été fait, des bons étirements, etc., de la bonne réhab, un peu de thérapie manuelle, là on peut vraiment retrouver l'élasticité au niveau du muscle et donc bien récupérer. Et c'est aussi utilisé même pour les tendinites, pour pas mal de pathologies. Et franchement, moi, de tout ce que j'ai testé, et j'en ai testé des choses, les gars, c'est vraiment le truc qui a le mieux fonctionné. Voilà, évidemment, c'est pas la première chose auquel il faut penser, mais si vraiment vous avez une problématique de ce type qui dure depuis des années, où vous ne trouvez pas la solution avec les méthodes traditionnelles, ça peut être vraiment intéressant. Et pour le coup, moi, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas mis plus de 100 kg au bench, je pouvais pas, j'avais des douleurs au quotidien, etc. Et voilà, là, il y a pas longtemps, je suis revenu quasiment à mon meilleur niveau, j'ai fait 5 reps à 152, voilà, assez bien, avec quasiment 0 douleur au niveau des pecs. Alors qu'avant, voilà, je m'en sortais pas, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Et voilà, là c'était ce cas précis, mais je vous ai raconté un peu mon histoire, mais pour vous dire que voilà, vraiment, il faut rester ouvert. Et c'est pas parce que vous avez testé plein de choses que vous êtes condamné. Je pense qu'on est condamné sur quasiment rien, et qu'il faut juste continuer à chercher, continuer à garder espoir, et un jour vous trouverez la chose qui vous permet d'avancer, quoi. Ok, super. Merci pour ce témoignage parce que moi je connaissais pas du tout le pays et j'ai pu me renseigner un peu dessus. Et c'est super intéressant, surtout que le champ d'application est finalement assez large. Donc ouais, ça va se démocratiser de plus en plus, comme de toute façon tous les nouveaux outils qui apparaissent. Donc si vous avez des problèmes de déchirure répétées, allez voir s'il y a un praticien près de chez vous. Ça peut vraiment être un game changer. De mon côté, j'ai, on va dire, 2 outils futurs. Un qui est déjà démocratisé dans le sport professionnel justement, et notamment dans le foot. À côté de Nice, on a l'AS Monaco et j'avais pu suivre un peu ce que faisait le responsable de la prépa physique, Bruno Marié, là-bas. Et ils ont des prélèvements sanguins tous les matins de CPK. Donc c'est créatine phosphokinase, il me semble, pour pas dire de bêtises, et en fait c'est juste une molécule marqueur de l'inflammation musculaire. Alors elle peut être aussi, cette analyse pratiquée dans le cadre d'une maladie ou de pathologie vraiment d'inflammation musculaire avancée, mais dans le monde du sport ça peut aussi être un marqueur de la récupération musculaire, et du coup au quotidien il l'utilise avec des petits prélèvements sanguins. Alors c'est voilà, comme les diabétiques dans le doigt avec quelques gouttes, hein, c'est pas très invasif. Et pendant le laps de temps, on va dire la demi-heure où tous les joueurs arrivent au centre d'entraînement, se changent, etc., sortent sur le terrain, ils ont le temps de tout analyser et du coup de voir quel joueur est à risque et d'adapter le volume et l'intensité de la séance joueur par joueur. Et du coup, au bout de X temps, au bout de X sprint, en plus ils combinent ça avec les GPS, etc. Donc au bout de X sprint, au bout de X kilomètres parcourus, hop, viens là, arrête-toi là, c'est bon pour aujourd'hui, et on va travailler sur autre chose. Donc ça, si on a un jour un système portatif, on va dire, qui voit le jour, pour tous les sportifs amateurs, ça va être un changement de paradigme, et ce sera un nouvel outil à intégrer dans l'entraînement.
Aujourd'hui, on a des nouveaux outils qui sortent, enfin qui sont déjà sortis depuis quelques années, mais tous les outils VBT, etc., qui permettent déjà d'aller un petit peu plus loin dans l'autorégulation, plus loin que le RPE, plus loin que les ressentis, plus loin que les questionnaires, on va dire, sommeil, récupération, etc. On a vraiment une mesure objective de l'état de forme. Là, on aurait vraiment une donnée moléculaire de l'état de forme, donc c'est vraiment très 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 intéressant. Mais voilà, c'est vraiment un outil très très théorique. Le deuxième outil dont je voulais parler, et là c'est vraiment on va dire des calculs et des statistiques, c'est vraiment d'aller plus loin que les variables de base. On en avait déjà parlé un petit peu dans le podcast Data Tracking qu'on avait fait l'année dernière avec Andrea et David. C'est d'aller chercher les ratios de Gabet. Donc Gabet, c'est un scientifique, il me semble, australien, parce que les sciences du sport sont très avancées en Australie, et qui étudie notamment les sports d'endurance et les sports collectifs. Et lui, il a mis en place un ratio, donc il compare charge aiguë et charge chronique. Donc la charge aiguë, c'est la charge encaissée sur la semaine. Encore une fois, on ne parle pas de la charge sur le dos, mais de toutes les variables qui ont été manipulées sur la semaine, contre la variable, la charge chronique, qui représente les 3 semaines précédentes. Et comme ça, on peut établir une relation entre la charge que tu vas encaisser sur la semaine. Est-ce que tu es assez préparé à recevoir cette charge-là au vu de ce que tu as fait les semaines précédentes? C'est un peu l'idée de ce ratio. Donc vous avez un ratio qui tourne autour de 1. On va dire en dessous de 1, ça veut dire que la semaine est plus facile, entre guillemets, en tout cas que les variables sont moindres par rapport aux 3 semaines. Donc on se trouve sur toutes les périodes de deload, de récupération. Au-dessus de 1, on progresse par rapport à ce qui était fait aux semaines précédentes. Et donc il a établi son ratio pour les sports d'endurance. Là je vois qu'il y a des toutes premières données qui sortent pour les sports de force. Et on est autour de, voilà, au bout de 1,50, on se trouve vraiment en période à risque. Donc c'est ce qu'on va manipuler sur du picking, sur des choses comme ça. Et ce genre d'outil peut permettre d'objectiver toute la charge au global et de confondre un petit peu l'intensité, la fréquence, le volume. Là où aujourd'hui on a encore à analyser des données séparées et à supposer leur effet. Voilà. Ouais, c'était tout. Je pense qu'on a fait le tour de ce podcast. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Et je voulais savoir, voilà, où est-ce qu'on peut vous retrouver, quels sont les projets futurs là pour vous. Et voilà. Non, mais écoute, déjà pour ce que tu as dit, très intéressant, et je pense que c'est clairement le futur. En plus, les deux peuvent se combiner. Et ouais, c'est pas impossible, hein, de ce que j'ai vu, parce que t'en avais parlé la dernière fois, mais de ce que j'ai vu là au niveau du CPK, si ça demande juste pas vraiment de faire de prise de sang, etc., mais juste une petite goutte, c'est pas impossible que ça se démocratise un petit peu, qu'il y ait des entreprises qui fassent ça à l'échelle plus grand public, et que dans les années futures, ça puisse être utilisé par plus de sportifs. Et je pense que ça serait top, effectivement, parce que les indicateurs de vitesse, hein, comme tu as dit, c'est déjà bien et beaucoup de power l'utilisent, mais c'est pas forcément très fiable dans le sens où on peut être vraiment avoir un niveau de fatigue dans le corps très très haut, et pourtant voilà, nerveusement être bien, monter pour X ou Y raison, il y a tellement de facteurs, une barre assez vite, et pourtant avoir être pas loin au niveau musculaire de la blessure ou quoi. Donc ouais, je pense que ça peut être intéressant. Et bon, au niveau d'où on peut me retrouver, écoutez, les gars, moi sur Instagram, T-Bouyer, B-O-U-Y-E-R. Et si jamais, pour tous ceux qui passent en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, j'ai monté mon club de force, Brive Powerlifting Club, et il ouvre justement là dès lundi 14 avril. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez passer faire un tour, voilà, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Ok, c'est super. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant, Johan, et évidemment, je passerai au Brive Powerlifting Club de Thomas, c'est certain. J'espère bien, les gars. Je vous attends. Et sinon, moi, si vous voulez me retrouver, écoutez, ce sera sur Instagram, Samy-8 Layadi. Je vais pas prendre le temps d'expliquer, je vois qu'il y a déjà mon nom qui apparaît juste en bas de mon visage, donc vous avez juste à reprendre ça, c'est Samy-8 Layadi.
Moi, je vais juste un dernier truc à ajouter pour conclure. C'est au vu de tout ce qu'on a dit, je pense que vous avez compris le message général, c'est que en fait, personne va faire ces choses-là à votre place. La réhab, toutes les problématiques, trouver les objectifs annexes, structurer une équipe autour de vous pour essayer d'aller mieux. Personne ne le fera à votre place. Donc maintenant, vous avez toutes les clés, vous savez comment faire. Allez-y les gars, c'est pas fini, c'est pas over, ça dépend uniquement de vous. Et let's go. Voilà. Merci en tout cas les gars, à tous les deux d'être intervenus. Tous les deux vous avez été très très pertinents et donc je suis super content d'avoir tourné ce podcast avec vous. Juste pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire Thomas, comme tous les outils, il faut juste une période d'observation pour comprendre un petit peu comment votre corps réagit, parce que sinon ça sert à rien de fluctuer d'un moment à l'autre. Un jour j'ai une vitesse très élevée, l'autre jour j'ai une vitesse basse, du coup je coupe mon volume. Non, laissez-vous une période complète d'observation, et quand je dis période complète, c'est peut-être même une saison entière à juste recueillir de la donnée sur vous avant de commencer à faire des liens. Et puis pour Samy, ouais, il a totalement raison. Il y a 1000 choses que vous pouvez faire et on en a donné un paquet dans ce podcast. On a donné beaucoup de contenu. Donc là, si vous dites que ça y est, vous êtes baissé, je ne sais plus ce que je peux faire, vous avez écouté ce podcast, vous avez normalement au moins une dizaine d'idées des choses que vous pouvez améliorer. Donc merci à vous deux. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Nikaya Talk, pardon. Et en attendant, si vous êtes intéressé par le powerlifting et le coaching, vous pouvez aller checker le site nikayapowerlifting.com. Vous allez aussi retrouver un petit peu de merchandising comme ces Conti, ainsi que des hoodies, des t-shirts. On fait maintenant des bâches, peut-être qu'on en affichera une au Brive Powerlifting Club. Avec plaisir, avec plaisir les gars. Et voilà, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Et on se dit à bientôt. Merci pour l'invitation, salut. Merci Johan, salut les gars. Ciao les gars.